Le troisième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, eh bien, c'est qu'au Grand Prix du Japon, on a célébré la 187e victoire d'une auto créée par Adrian Newey, véritable sorcier ou plutôt magicien de la Formule 1 depuis 30 ans. Alors on en a un autre magicien, justement, un autre ingénieur de renom de la Formule 1 qui nous accompagne pour ce sujet, c'est Jackie Ekelhart. Merci beaucoup Jackie de nous rendre de nouveau visite. On voulait faire déjà un premier bilan finalement sur la carrière absolument incroyable de Adrian Newey. Il a 10 titres constructeurs à son actif. Il va en avoir donc un 11e, que ce soit là aux États-Unis, très vraisemblablement. Probablement, ou sinon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne voit pas comment ça peut échapper désormais à Red Bull. Et puis donc 12 titres pilotes, commençant par Nigel Mansell en 1992 et donc allant jusqu'à Max Verstappen en 2022. Stéphane, je te laisse poser la première question peut-être à Jackie. Oui, parce qu'on aimerait comprendre finalement quel est le type d'ingénieur qu'il est. Tu l'as dit, Gilles, il a commencé à gagner même en 91, premier titre mondial en 92. L'histoire avait commencé un petit peu avant pour Adrian Newey, puisqu'il est champion aux États-Unis en kart en 1985. En kart, donc en kart aux États-Unis, pas en karting. De l'IndyCar. Voilà, exactement. Et là, il dit à son boss, c'est bon, on est prêt pour aller en Formule 1, on y va. Et quand il arrive en Formule 1, en fait, il constate qu'il a un moteur 3,5 litres atmosphérique et qu'il ne va pas pouvoir lutter contre les voitures à moteur turbo puisqu'il a 150 chevaux de déficit. Et là, en fait, il va développer des voitures. Il se dit, la seule solution que j'ai, c'est de travailler l'aéro. Et il a commencé dans cette voie-là et ça a été un marqueur pendant toute sa carrière. Et vous, Jackie, avec l'œil du technicien que vous avez certainement dû le voir sur ces différentes voitures. Oui, en effet, j'ai un peu suivi Adrian dans toute sa carrière, quand on était dans le même paddock pendant une bonne vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'au début, il a fait des voitures qui étaient en aéro un peu extrême. Je rappelle, une de ses premières Formule 1, c'était la Leyton House, qui n'avait vraiment pas un moteur très, très performant à l'époque, mais qui était extrême en aérodynamique. Donc, en fait, elle ne marchait que sur les circuits qui n'étaient pas bosselés. Je me rappelle le Grand Prix du Paul Ricard, le Grand Prix de France. Je ne me rappelle plus quelle année exactement. 90. Il y avait, oui, avec Google Meet, je pense, et je ne rappelle plus l'autre pilote. Enfin, quand même, ils étaient avec une voiture équipe privée, avec pas un moteur usine. Ils roulaient, ils faisaient les chronos d'Alain Prost et Ayrton Senna avec les McLaren. Et c'était que l'aéro, en fait, qui faisait que sa voiture était supérieure ce jour-là. Après, c'est sûr, sur d'autres circuits, ça ne marchait pas. Donc, il est aussi passé par une phase d'apprentissage parce qu'au début, il était un peu trop extrême, quoi. Parce que l'aéro, c'est un peu comme la puissance d'un moteur. Si on augmente la puissance d'un moteur, je parle d'un moteur atmosphérique, par exemple, on réduit la plage d'utilisation. C'est un peu pareil avec l'aéro. Si on augmente la dépression sous la voiture, donc l'appui de la voiture, la fenêtre d'utilisation, elle devient moins large et donc il y a des variations de centrage aéro, freinage, en accélération et tout ça sur les bosses. Et donc au début, je pense qu'il a un tout petit peu exagéré, mais comme c'est un homme intelligent, il a vite compris ce qu'il fallait faire, quoi. Il est assez pragmatique parce que Ivan Capelli et Mauricio Guglielmin, qui sont ses pilotes en 88, lui disent, mais rends-toi compte quand même, le cockpit est très étroit. On n'a pas de place dans ta voiture. Et là, il dit, ok, je monte dedans et je vais me faire ma propre opinion. Parce que Adrian Newey, il a un bon coup de volant. Et il monte dans la voiture, tête à queue au premier virage. Bon, voilà. Mais il dit, oui, effectivement, vous n'avez pas de place et on va y penser. C'est-à-dire qu'il pense aussi au confort du pilote, à l'exploitation de sa voiture. Alors, Jackie, moi j'ai une question là-dessus parce que j'ai lu, je ne sais plus où, qu'il avait même proposé à un moment un concept où, en fait, au lieu d'avoir les pieds gauche et droite côte à côte, il avait demandé au pilote si on pouvait avoir un pied au-dessus de l'autre pour pouvoir faire un fuselage plus étroit. C'est vrai ou c'est une légende, ça? Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'était en fait la tendance à cette époque-là. Et je me rappelle un jour Gerhard Berger, qui était pilote à cette époque aussi, enfin un peu plus tard, qui disait finalement, pour devenir champion du monde, on devra accepter de se faire amputer une jambe. Donc c'est un peu l'extrême, bien sûr, c'est une joke.
Mais c'était un peu la tendance, quoi. C'est vrai parce qu'à l'époque, donc la réglementation technique de la FIA n'imposait pas une section minimale. Après, c'est venu heureusement quand même. Et il y a aussi quelque chose qu'il introduit, qui va arriver de façon plus spectaculaire, c'est l'aileron avant qui est relevé, qui va devenir une pièce globale à l'avant de la voiture pour faire travailler tout le reste. Je crois que c'est en 88, 89. Et ça va apparaître en 90, je crois, sur la voiture de la Tyrrell, faite par Jean-Claude Migeot. Mais là encore, il est à l'avant-garde. Oui, c'est vrai qu'il a toujours eu des idées, surtout au niveau de l'aérodynamique, assez avant-garde, disons. Et des fois, ça marchait bien, des fois, ça ne marchait pas bien. Mais en tout cas, beaucoup de ces idées ont été copiées par d'autres écuries. Et la Tyrrell en 89 n'était pas mauvaise quand même. Quand on voit ce que Jean Alesi avait fait son premier Grand Prix au Ricard, il finit quatrième. Bon, c'était peut-être aussi une petite question de pneumatique, mais quand même, bon, il était là quand même. Hein. Vous vous souvenez, vous, de la première fois où vous avez remarqué une de ces créations, les réflexions que vous vous êtes faites, justement sur sa création et même peut-être sur le bonhomme lui-même? Oh, écoute, la première fois que j'ai vraiment regardé sa voiture en détail, c'était justement pour Ricard, au Grand Prix de France avec la Leyton House. Parce que ça m'intéressait vachement pourquoi tout d'un coup la voiture marchait et sur d'autres circuits, elle ne marchait pas du tout. Et donc, je me suis, à l'époque, c'était moins caché qu'aujourd'hui. Et je me suis vraiment penché sur la voiture, au-dessus, en dessous, partout. J'ai essayé de comprendre. Quoi. Le bonhomme en lui-même, vous l'avez côtoyé un peu? Oui, enfin, bien sûr, on a travaillé dans le même paddock, mais on n'a jamais travaillé ensemble dans la même écurie. Mais c'est quelqu'un, on a l'impression, assez réservé, quoi, qui, pas de grands mots. Mais il regarde tout. Quand il fait son tour sur la grille de départ, il regarde toutes les voitures. À l'époque, l'écurie qui était en fond de grille, c'était la Minardi. Même là, il regardait la Minardi en détail. Avec son pic alpin, il notait certaines choses. Donc, il notait quand même partout, sur toutes les voitures, les choses qui pouvaient être intéressantes pour lui. Quoi. Donc, c'est quand même pas... C'est une preuve d'humilité aussi. Quoi. Alors, apparemment aussi, Newey, c'est quelqu'un qui a une idée par seconde, à peu près. Et dans une équipe, un directeur technique passe son temps à calmer les inventions, la créativité de ses designers, parce qu'ils ont dit on ne va pas pouvoir tout mettre sur la voiture, on n'a pas suffisamment d'argent. Et là, dans les équipes où il est passé, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que c'est son entourage qui passe son temps un peu à le calmer, parce qu'il voudrait mettre plein de choses différentes. Est-ce que vous avez senti ça aussi chez lui ? Les gens qui ont travaillé avec lui m'ont dit ça, en effet, qu'il était tellement inventif que des fois, il fallait le canaliser, quoi. Et je pense qu'en effet, c'est pour ça aussi le grand succès au début avec la Williams, parce qu'il y avait Patrick Head quand même, qui est quelqu'un avec les deux pierres sur terre quand même, et il a dit Newey, ok, ça passe, ça passe pas. Et donc, il a vraiment canalisé le potentiel de Newey pour faire une voiture qui a écrasé tout le monde. Il y avait Mansell 92, il y a Alain Prost 93 et tout ça. Donc, c'était l'époque des voitures à suspension active. Mais je pense que ça, c'était vraiment ce qu'il fallait au début pour lui. C'est un ingénieur comme Patrick Head qui était vraiment rationnel et qui disait ça passe, ça ne passe pas. Quelqu'un pour le canaliser. Alors, je disais en introduction qu'on en était à 187 victoires. Je le dis pour les gens qui écoutent le podcast ou qui regardent cet extrait. Vous verrez différents chiffres parce que, par exemple, si on s'intéresse vraiment au parcours d'Adrian Newey, il est parti donc fin 96 de Williams pour aller chez McLaren en 97. Mais la Williams qui roule en 97, c'est sa création. Donc nous, on a compté les victoires. Voilà, on n'est pas à une victoire près. En gros, alors, j'en rajouterai peut-être une. Allez, vas-y. Celle de Sébastien Vettel à Monza en 2008. Oui. Puisque ces années-là, en fait, c'est Toro Rosso qui reprend l'ancienne Red Bull de l'année précédente. T'as raison. Donc c'est sa voiture aussi. Et c'est Ascanelli qui l'a modifié, mais enfin c'était une Newey. Donc il est un peu partout. Même quand il ne gagne pas chez Red Bull, l'écurie 2 gagne et c'est lui. C'est incroyable. Je voudrais... Allez-y, Jackie. Non, vas-y. Et moi, je voudrais avoir un petit peu votre avis sur le fait que voilà, le premier titre mondial, c'est donc chez Williams avec Nigel Mansell en 92. Il gagne encore en 2022 avec Max Verstappen. Comment est-ce qu'on peut faire quand on est ingénieur pour, sur 30 ans,
Et on ne parle pas de n'importe quel domaine. On parle de 30 ans de création de Formule 1. Enfin, c'est le jour et la nuit entre la création d'une Formule 1 en 1992 et la création d'une Formule 1 en 2022. Comment est-ce qu'on fait pour toujours être à la page? Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qui fait vraiment sa force? Oui, enfin, c'est difficile à dire, mais en général, les gens qui sont statistiquement les gens avec plus de succès, des succès qui durent des années, sont aussi des gens qui ont un caractère, comment dire, une motivation extrême pour toujours continuer à avoir du succès. Il y en a d'autres qui disent, bon, comme des pilotes, une fois champion du monde ou deux fois, bon, je m'arrête, j'ai de l'argent sur mon compte en banque, je vais profiter de ma vie, tout ça. Il y en a d'autres qui n'arrêtent jamais, quoi. Comme par exemple, Lewis Hamilton, il est toujours comme un jeune loup, quoi. Il est toujours très ambitieux. Alonso, c'est pareil. Et je pense que lui appartient un peu à cette catégorie de gens aussi qui n'ont jamais assez, quoi. On l'a vu d'ailleurs, hein, il a fait une petite parenthèse chez Red Bull, une fois qu'il est arrivé chez Red Bull, quand il y a eu la série de titres de Sébastien Vettel, il a eu envie de faire autre chose, s'intéresser aux courses de voiliers notamment. Ouais. Et bah là, ça a quand même coïncidé, est-ce un hasard ou pas, avec quand même une petite chute des résultats pour Red Bull. Et puis il revient, nouveau règlement, et ça repart. Oui, c'est vrai. Ouais. Bon, bien sûr, à cette époque-là, je pense, c'était en 2014, oui, c'est aussi le changement des moteurs, en fait. On est passé des V8 atmosphériques donc au moteur V6 turbo hybride. Et peut-être qu'à ce moment-là, Red Bull n'avait pas non plus le meilleur moteur. Hein. Donc, c'était clair qu'au début, en 2014 et les années suivantes, le Mercedes était supérieur, quoi. Et je pense que ça a dû jouer un peu aussi. C'est toujours pareil. C'est pas une Formule 1 qui gagne, qui domine, n'est pas non plus le fruit d'une seule personne. Il y a une équipe technique complète derrière. C'était peut-être dans les années 50 et 60, les bureaux d'études, c'était 5-6 personnes, quoi. Un ingénieur en chef qui était directeur technique, puis quelques dessinateurs pour travailler pour lui, et c'était lui qui faisait la voiture. Maintenant, dans les équipes modernes, c'est différent. C'est un bureau d'études avec des dizaines, voire des centaines d'ingénieurs qui travaillent dans tous les domaines, électronique, stratégie, tout ça. Et donc, là, des fois, il faut être plutôt leader qu'inventeur, un peu comme au style Ross Brown, disons. Mais Newey est plutôt quand même, je pense, le vrai technicien, le vrai ingénieur qui est focalisé sur son truc et qui laisse le management un peu aux autres.